Bonjour à tous, je m'appelle Valentin Lottier et je suis le fondateur de Omayo, la première plateforme qui vous donne accès aux quotas d'émissions de l'Union européenne. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce système d'échange de quotas d'émissions européens. C'est le mécanisme le plus juste, mais surtout le plus efficace pour réduire massivement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu complexe, mais surtout c'est extrêmement fascinant. Et aujourd'hui, je vais tout vous dire, tout vous expliquer pour que vous compreniez sur le bout des doigts comment ça fonctionne. Alors, depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines, la combustion de charbon, de gaz, de pétrole, ont augmenté progressivement la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et cette augmentation de la concentration a à son tour augmenté progressivement la température de la planète. On voit que la concentration aujourd'hui est de l'ordre de 420 parts par million, ppm, et c'est unique dans l'histoire non seulement de l'humanité, mais de la planète. Si on regarde les 800 000 dernières années, la concentration a explosé depuis le début de l'ère industrielle. Et la température a suivi. Aujourd'hui, et pour la première fois, ça fait 12 ou 13 mois de suite que la température moyenne a dépassé les fameux 1,5 degrés qui était l'objectif maximal de hausse de la température des accords de Paris. On l'a déjà dépassé et alors comme on voit sur cette image, la température ne cesse de croître à cause de cette augmentation des gaz à effet de serre. Et ça a plein d'effets catastrophiques, ce qu'on appelle les dommages climatiques, la montée des eaux, l'augmentation des sécheresses, la diminution des rendements agricoles, l'augmentation des catastrophes naturelles, l'acidification des océans, mais aussi l'augmentation des flux migratoires. Tout cela est ce qu'on appelle le bouleversement climatique, le réchauffement climatique. Et en fait, c'est un ensemble de dommages que la société paye, que nous payons, que vous et moi payons, et que les émetteurs de gaz à effet de serre, eux, ne payent pas. C'est donc ce qu'on appelle une externalité négative. Et tout l'enjeu va être de réinternaliser ces coûts, de faire en sorte que ceux et celles qui émettent du gaz à effet de serre à travers cette combustion de matières fossiles, donc de gaz, de charbon et de pétrole, en payent les coûts au lieu de déporter sous forme de dommages climatiques le coût vers la société. Et donc, tout le système de tarification du carbone, le système d'échange de quotas d'émissions est en fait un système de tarification du carbone, c'est-à-dire de mettre un prix sur ces émissions de gaz à effet de serre. Et le système est organisé pour que le prix augmente progressivement, car plus le prix est élevé, plus il a un effet incitatif pour diminuer les émissions. Forcément, plus quelque chose est cher, moins vous avez envie de l'acheter. Et donc, plus les émissions coûtent cher, plus la tonne de CO2 vous coûte cher, plus vous avez une incitation, plus vous avez envie et plus vous avez un intérêt à la réduire, la diminuer. Et donc l'idée, c'est de passer progressivement d'un système économique, d'un système industriel très fortement émissif, c'est-à-dire qu'il émet beaucoup de gaz à effet de serre, à un système de moins en moins émissif et idéalement un jour plus émissif du tout, en attribuant un prix à ces émissions. Là est tout le principe. Alors, juste un petit mot ici, on parle bien du système d'échange de quotas d'émissions européen. C'est un système qui existe depuis plus de 20 ans, qui génère un volume d'échange de 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire que l'ensemble de cette tarification des émissions par les industries représente 1000 milliards d'euros de volume d'échange par an. Mais ce système européen, il a été répliqué à travers le monde dans une quarantaine de juridictions. Donc lorsqu'on parle de tarification carbone, de système d'échange de quotas d'émissions, il faut savoir qu'on parle d'un système réglementaire mis en place par des juridictions et qui existe dans une quarantaine de juridictions. Et ce nombre de juridictions est en train de croître. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays qui sont en train de mettre en place ce système. On ne parle pas donc des crédits carbone du marché volontaire ou de la compensation carbone. Ça, c'est un marché qui a absolument rien à voir, qui est complètement différent. Les deux marchés, les deux mécanismes
ont des objectifs différents, ont des noms similaires, mais sinon rien d'autre ne les rapproche. Donc à chaque fois que vous entendez parler de prix du carbone, de système de marché carbone, sachez bien de quoi il s'agit. Ici et aujourd'hui, on ne parle que des systèmes d'échange de quotas d'émissions mis en place par des juridictions, donc réglementées, et notamment du système européen. Maintenant, je parle bien de juridiction et non pas de pays parce que, en fait, ces systèmes peuvent être mis en place par un système supranational, l'Union européenne, par des pays, la Chine, la Corée du Sud, la Turquie, l'Indonésie, le Brésil ont tous mis en place des systèmes similaires, mais ça peut être aussi un État fédéré, la Californie, le Québec, le Massachusetts. Donc, ce qui compte, c'est qu'à un moment, il y ait sur un territoire une juridiction qui a le pouvoir et qui décide de mettre en place par la loi, par la réglementation, ce système qui est donc réglementaire, qui est obligatoire, et qui n'est donc pas un système volontaire. Et du coup, il y en a une quarantaine à travers le monde pour l'instant. Le principe est le suivant. Ces juridictions vont fixer un plafond d'émissions de CO2 qui va s'imposer par la loi à un certain nombre de secteurs économiques ou d'entreprises assujetties. Par exemple, en Europe, la Commission européenne va dire que le plafond de cette année, c'est 1,3 milliard de tonnes de CO2 et que collectivement, les secteurs assujettis, donc la production d'acier, de métal, de sucre, la pétrochimie, le papier, le carton, le verre, la céramique et ainsi de suite, ne peuvent pas collectivement dépasser ce plafond. Et année après année, le plafond va diminuer. C'est-à-dire que s'il est de 1,3 milliard cette année, il sera de 1,2 milliard l'année prochaine, puis 1,1, puis 1 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à zéro. Donc on contraint la quantité totale d'émissions possibles d'un certain nombre de secteurs assujettis, c'est-à-dire obligés par la réglementation à respecter le plafond. Et pour s'assurer de ce respect du plafond, la Commission européenne ou la juridiction compétente va émettre un nombre de quotas équivalent au plafond. Donc si cette année le plafond est de 1,3 milliard de tonnes de CO2, la Commission européenne va émettre 1,3 milliard de quotas. Et donc un quota représente une sorte de droit de tirage sur le budget collectif de 1 tonne de CO2 ou d'un autre gaz au potentiel de réchauffement équivalent. Donc on parle de CO2 équivalent. Il faut bien garder ça en tête. Un quota, c'est le droit de tirer, de prendre, de consommer 1 tonne de CO2 sur le budget commun. Et donc, au fur et à mesure que le plafond diminue, année après année, le nombre de quotas disponibles diminue année après année. On parle donc d'un actif qui est déflationniste, c'est-à-dire que son offre est plafonnée, limitée et décroissante dans le temps. Prenons un exemple. On a ici un producteur de sucre à base de betterave. Ce producteur de sucre, au cours de l'année, pour produire du sucre, donc, dans le cadre de son activité, va émettre du CO2, ou en tout cas émettre des gaz à effet de serre. Et il doit, à la fin de l'année, détenir et restituer à l'Union européenne un nombre de quotas équivalent à ces émissions. Et donc, tout l'arbitrage, tout le jeu, l'objectif de ce producteur de betterave, ça va être de voir s'il est plus intéressant pour lui d'acheter des quotas ou de décarboner son appareil industriel, de décarboner son système productif pour ne plus être exposé à ce coût, parce que chaque quota a un prix. Et au fur et à mesure où le prix augmente, on a vu que c'était là l'objectif politique du marché, la manière dont il était organisé, plus l'incitation à décarboner va être intéressante. Donc si par exemple, on a une solution de décarbonation à 60 € par tonne ainsi décarbonée, mais que le quota coûte 10 €. Moi, industriel, qui produit donc du sucre à partir de betterave, je vais préférer acheter des quotas. Si maintenant, il y a moins de quotas disponibles, donc leur prix augmente et il est donc de 30 €. Je vais continuer à préférer acheter des quotas parce que la solution de décarbonation, elle,
coûte 60 euros, ramené à une tonne ainsi décarbonée. En revanche, lorsque le quota vaut 60 euros ou plus, là je tape le coût marginal de réduction de ma solution, c'est-à-dire que je suis vraiment à la frontière et à chaque fois que le quota va être plus cher, je vais choisir plutôt de décarboner. Donc le quota a une valeur d'arbitrage entre décarboner et ne pas décarboner en fonction du coût des solutions de décarbonation, des technologies de décarbonation. Et donc, tout le système est organisé de cette manière afin de diminuer progressivement le plafond, donc les émissions, de faire en sorte que les quotas aient un prix de plus en plus élevé et donc d'inciter les industries assujetties progressivement en fonction des coûts des solutions et des technologies de décarbonation qui leur sont disponibles, les unes après les autres, à décarboner leurs activités. Pour ces industries, elles vont chacune avoir des solutions de décarbonation qui ont différents prix. Par exemple, un énergéticien va pouvoir décarboner son activité à partir de 50, 60, 70 euros la tonne, alors qu'un aciériste ou un métallurgiste va plutôt décarboner son activité à partir de 120, 130, 140 euros la tonne. Et donc c'est pour ça que progressivement le prix va augmenter et la décarbonation va se faire là où c'est le plus compétitif, le plus efficace en termes de prix. Et progressivement, le prix augmentant, l'ensemble des secteurs vont se décarboner les uns après les autres. Et donc c'est là, résumé, l'ensemble du système d'échange de quotas d'émissions européens, plafonner les émissions, émettre un nombre de quotas équivalent à ce plafond et donc dégressif dans le temps, augmenter progressivement le prix, moins il y a de quotas sur le marché, plus leur valeur de marché est élevée, et au fur et à mesure que le prix augmente, diminuer les émissions. Ce marché couvre plus de 10 000 sites industriels à travers l'Europe. On ne se rend pas compte à quel point c'est un marché massif qui existe depuis 20 ans, qui couvre plus de 1,3 milliard de tonnes de CO2, c'est-à-dire près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre européens. Et il fonctionne. On a vu que ces deux grands paramètres, c'est la réduction des émissions d'un côté et l'augmentation du prix des quotas de l'autre. Il y a eu une réduction de plus de 45% des émissions des industries assujetties depuis 2005, date du lancement du marché. Et depuis 2014, c'est-à-dire sur les 10 dernières années, le prix a fait x10 sur un quota. Donc lorsqu'on regarde l'évolution du prix, on voit que c'est bien un prix fixé par le marché, un prix qui est volatile, qui a un cours qui change régulièrement, mais la trajectoire fondamentale de moyen à long terme, elle est vers une appréciation du prix, parce que le marché est organisé ainsi et ne peut fonctionner que si le prix continue à augmenter. Les émissions, elles, ont également baissé au fur et à mesure que ce prix augmentait. Il y a une réduction de plus de 37% des émissions depuis 2010, de plus de 48% des émissions depuis 2005. Et on voit bien que c'est d'abord le secteur énergétique, la production d'électricité, qui a massivement décarboné son activité, parce que c'est elle pour qui le coût marginal de réduction, c'est-à-dire le coût des solutions de décarbonation, des technologies de décarbonation est le plus faible. Et au fur et à mesure que le prix des quotas d'émissions continuera à augmenter, les autres secteurs, à leur tour, seront incités, d'un point de vue économique et financier, à décarboner leurs activités. Si on regarde les chiffres, on a regardé beaucoup la théorie. Maintenant, si on regarde les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien que le marché fonctionne. C'est-à-dire que d'un côté, empiriquement, sur les 10 dernières années, on voit une réduction rapide et massive des émissions des industries assujetties d'un côté et une augmentation progressive et constante du cours des quotas d'émissions de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que Omayo permet de faire? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il me tient à cœur de vous raconter comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement parce qu'on permet à des investisseurs privés, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, d'accéder à ce marché, de participer à ce marché
et d'en accélérer les trajectoires d'appréciation du prix des quotas et de la décarbonation des industries. Comment? Tout simplement en allant acheter une partie des quotas mis à disposition des industries par la Commission européenne. Et donc on va venir quelque part confisquer, restreindre une offre déjà limitée et donc mettre une pression supplémentaire sur le prix tout en détenant une partie des quotas disponibles et donc diminuer d'autant le budget potentiel d'émission de l'année. Donc c'est un nouvel acteur qui arrive sur ce marché, les investisseurs particuliers, qui s'exposent donc à l'appréciation potentielle et progressive du cours des quotas, donc ils ont un intérêt financier, mais aussi qui accélèrent, qui participent à cette raréfaction des quotas et donc à cette diminution progressive des émissions. Et c'est là tout l'intérêt, le double intérêt pour les investisseurs privés, avoir un impact à la fois sur la performance financière de cet actif, mais aussi sur son potentiel de décarbonation à très grande échelle, à échelle même systémique sur l'économie européenne. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et la prochaine fois, on ira un peu plus dans le détail sur les mécanismes de marché, les mécanismes d'échange, les mécanismes de formation du prix des quotas. Il y a encore plein de sujets à voir, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On continuera à faire plein de vidéos pour décrypter ce marché un petit peu complexe, mais réellement fascinant. Et dans tous les cas, on vous attend sur Omayo. Vous pouvez participer avec nous à l'intersection entre la finance et le climat.